Alors, l'origine du blé elle remonte à assez longtemps, il y a à peu près 10 000 ans, il y a même plus de 10 000 ans. Donc on avait différentes graminées qui poussaient au niveau du croissant fertile au Moyen-Orient. Donc on avait notamment des égilops, ici donc de l'Aegilops scarosa ou l'Aegilops cearzi, qui eux en fait étaient donc des plantes qui n'étaient pas cultivées par nos ancêtres. À cette époque-là, nos ancêtres sont chasseurs-cueilleurs. Et on avait aussi, à cette même période, qui poussait en fait du Triticum monococcum, qui est un des ancêtres du blé aussi, et qui lui était consommé par nos ancêtres quand ils étaient chasseurs-cueilleurs. Seulement après, après l'apparition du Dicocoides, il y a 10 000 ans de cela, donc en 8 000 ans avant Jésus-Christ, va apparaître la naissance de l'agriculture. Donc les premiers hommes vont se fixer dans la région du croissant fertile, vont commencer à cultiver donc, le Triticum monococcum et le Triticum dicocoides qu'ils étaient habitués à cueillir quand ils étaient chasseurs-cueilleurs. Donc cette domestication va avoir une influence assez importante sur la morphologie, puisque chez les espèces sauvages, on va avoir des épis qui sont en fait à axe fragile, donc les grains se disséminent naturellement, alors que dans les espèces, la domestication va avoir pour effet de solidifier les axes et en fait d'avoir des épis qui restent sur les tiges des plantes. Ce Triticum dicoccum, lui, qui est cultivé par les premiers agriculteurs, va subir un deuxième croisement naturel avec l'un des deux égilops qu'on a vu tout à l'heure, qui est l'Aegilops scarosa. Et donc cet égilops va apporter le gène D, donc le génome D, donc qui va permettre donc, de faire le génome ABD, donc d'obtenir de le blé tendre. À l'époque, il était consommé sous forme de gruau, c'est-à-dire c'est une bouillie en fait. On pilait les grains et donc ils étaient consommés, donc cette bouillie était consommée telle quelle. Le blé donc, arrive en France il y a 6 000 ans. Ensuite, il va y avoir d'autres périodes où il y a avec différentes, soit des colonisations, soit des échanges commerciaux qui vont permettre d'enrichir le pool de blé qui sont cultivés sur le territoire français. On va avoir une deuxième période où on va encore avoir un nouvel apport assez important de blé, c'est-à-dire que c'est en 52 avant Jésus-Christ, lors de la conquête par les Romains de la Gaule. Et en fait, les Romains vont apporter les blés tendres et les blés durs qu'ils sont habitués à consommer donc, et à cultiver chez eux en même temps qu'ils envahissaient la Gaule. Donc il faut à peu près attendre le début 1800 pour avoir des nouveaux apports de flux génétiques venus d'ailleurs, notamment avec les blés dits d'Aquitaine, qui contrairement à ce que leur nom peut laisser penser, viennent d'Ukraine, parce qu'en fait à cette époque-là on n'est pas autosuffisant au niveau de la production de blé en France. Donc on fait venir des blés d'Ukraine qui partent du port d'Odessa et qui sont débarqués sur le port de Marseille. Donc un meunier du côté de Nérac, donc en Gironde, commence à acheter ces blés-là, essaye d'en cultiver, donc il pousse, et le marquis de Noé, lui, voit ce champ. Le marquis de Noé est négociant en grains, donc commence à commercialiser ce blé-là. Il connaît un assez grand succès en Aquitaine, et en fait, ce qui va donner ce qu'on appelle les blés type Aquitaine, qui viennent enrichir donc, les blés qui étaient originaires du Proche-Orient et qui sont arrivés au niveau français. Donc un deuxième flux migratoire arrive aussi à peu près à la même période par l'Angleterre, donc par le nord de la France, et on va avoir ce qu'on appelle les blés anglais. C'est Louis de Villemorin qui instaure les histoires de lignée pure, et c'est son fils Henri de Villemorin qui lui va commencer réellement à pratiquer la sélection moderne en croisant les blés anglais et les blés d'Aquitaine, donc en utilisant la synergie entre ces deux-là, qui comme on l'a vu sont originaires de territoires très éloignés. Donc on a ce qu'on appelle un fort effet hétérosis, donc le fait de croiser ces blés-là va apporter un gain au niveau notamment des rendements, au niveau de la productivité. Les blés Villemorin vont avoir un tel succès que tous les sélectionneurs vont utiliser un petit peu la même génétique, donc on va arriver à un effet bottleneck au bout d'un certain temps. On épuise la synergie blé anglais, blé d'Aquitaine, et en fait on n'arrive plus vraiment à avoir un gain au bout d'un certain temps à croiser les blés anglais, blé d'Aquitaine. Donc on est obligé de s'orienter vers de nouvelles sources génétiques, donc notamment vers des blés exotiques. Ce qu'on appelle les blés exotiques, c'est-à-dire des blés qui ont poussé sur d'autres régions du monde, qui sont adaptés à d'autres conditions climatiques et qui vont permettre d'apporter des nouveaux caractères intéressants au niveau des blés qui avaient été sélectionnés à l'issue de la synergie blé anglais, blé d'Aquitaine. L'un des derniers blés utilisant la synergie blé anglais, blé d'Aquitaine qui soit inscrit en France, c'est la variété Capelle, qui était inscrite par Després donc en 1946. Et à peu près en même temps, on voit naître Étoile de Choisy, qui est inscrite en 1950 et qui est l'une des premières variétés inscrites en France qui utilise un géniteur exotique. Dans son patrimoine, en fait, dans son pédigré, on trouve Ardito,
qui est un blé d'origine italienne qui apporte de la précocité. Donc ici à côté, on a un exemple de géniteur de gènes de nanisme qui est Tom Pouce, qui est un blé qui est originaire de Mongolie et qui a été utilisé dans certains programmes de sélection justement pour essayer de réduire la taille des pailles. Donc on croise ce type de blé qui est très court avec des blés qu'on est habitué à cultiver pour essayer de réduire la taille des pailles. Donc l'intérêt d'introduire des gènes de nanisme, c'est de réduire ces tailles de paille donc pour avoir un meilleur rapport grain sur paille, c'est-à-dire que la plante peut plus se mobiliser pour remplir les grains. Et le fait, donc plus on a des tiges qui sont hautes, plus on a un risque important de verse. Et donc, bien évidemment, plus on a un blé qui est court, plus la verse est limitée.